Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Bruno Thomas Lamotte, Mesdames, Messieurs, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de médecins dans la salle, donc je vais pouvoir faire un petit cher confrère. Je suis le docteur Grégory Emery, je suis le directeur général de la santé. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ouvrir ce séminaire consacré à la prise en charge de l'arrêt cardiaque placé sous le haut patronage du ministre délégué à la Santé et à la Prévention et organisé par l'Association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs. Alors, comme il est d'usage dans les discours, je vais d'abord remercier le docteur Bruno Thomas Lamotte, président de l'association Arlode, pour l'organisation de ce séminaire. Et remercie aussi mes équipes au passage qui ont préparé les éléments de discours ce matin, cher Jean-Marc. Séminaire qui réunit tous les acteurs intervenant dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Je remercie bien évidemment toutes celles et tous ceux qui vont aujourd'hui prendre la parole pour partager, et toutes celles et tous ceux qui sont finalement aussi dans la salle pour votre implication dans cette action de santé publique. Alors, je ne vais pas dévoyer tous les points que vous allez aborder aujourd'hui, mais effectivement, dans le cadre de ce propos introductif, je vous propose un petit flashback et peut-être de revenir dans cette même salle en 2018. Donc on est dans la salle Pierre Laroque et vous organisiez un séminaire intitulé « Mort subite et défibrillation précoce, les clés de la réussite ». Et c'est finalement les actes de cette journée sous la forme d'un livre blanc qui avait permis à la Direction générale de la santé de s'en inspirer pour renforcer le cadre de lutte contre la mort subite. Je salue donc votre action à la tête de votre association, et tout particulièrement cette initiative de réunir à nouveau les acteurs pour faire le point sur ce qui a été réalisé et ce qu'il reste à faire. Alors, j'ai l'habitude de le dire et on va aujourd'hui le redire, la mort subite est un vrai problème de santé publique, un problème de santé publique réel. Alors on verra quels seront les chiffres que vous discuterez ce matin aujourd'hui, mais dans tous les cas, chaque année, et selon les données du registre électronique des arrêts cardiaques, ce sont environ 48 000 personnes qui sont victimes d'une mort subite, faute d'avoir bénéficié au bon moment de l'intervention d'une personne qui aurait pu leur sauver la vie, en pratiquant d'abord les gestes de premier secours et en délivrant ensuite un choc électrique externe le temps que les secours médicaux n'interviennent. C'est bien sûr, et vous le savez, pendant ce laps de temps-là qu'il faut agir. Ça paraît évident, en fait, sans doute à dire dans cette salle. Quand on fait, je posais d'ailleurs juste avant quelques questions pour m'assurer de mon niveau de connaissance, mais si je fais le test à l'extérieur, je suis certain qu'une partie de nos concitoyens peuvent gagner encore en information. C'est finalement grâce à ces gestes de premier secours et à l'accès à un défibrillateur automatisé externe que chaque citoyen peut un jour sauver une vie ou éviter à une personne de lourdes séquelles. Ne rien faire, dans tous les cas, malheureusement, c'est effectivement condamner la personne en arrêt cardiaque. Et il est donc fondamental que toute personne témoin d'un arrêt cardiaque initie la chaîne de survie qui procure aux victimes d'urgence médicale les meilleures chances de survie. Alors pour répondre à ce défi, à cet enjeu de santé publique, la Direction générale de la santé est depuis toujours au cœur de ce combat dans une démarche globale de prévention des risques, de dépistage précoce des maladies cardiovasculaires, de formation aux gestes qui sauvent et d'accès facilité à la défibrillation cardiaque. Alors le combat contre la mort subite a été inscrit dans le plan santé-prévention élaboré sous la précédente mandature, sous l'autorité du Premier ministre. La DGS a aussi œuvré pour disposer d'un cadre législatif et réglementaire solide dans l'objectif d'améliorer la survie des victimes d'arrêt cardiaque. Comme je suis directeur d'administration centrale, je suis obligé de parler de législation et du cadre réglementaire, mais c'est pour vous montrer que le cadre réglementaire, il peut être, ou les lois bien sûr, peut être protecteur. D'abord, la loi du 28 juin 2018 et ces différents textes ont permis de faciliter de manière réelle l'accès aux défibrillateurs automatisés externes pour augmenter la survie des personnes en arrêt cardiaque en imposant l'installation d'un DAE dans la plupart des établissements recevant du public et en créant une base de données pour les recenser et les géolocaliser. L'enjeu, il était très clair à l'époque, il l'est toujours aujourd'hui finalement, améliorer les chances de survie en permettant à une personne témoin
d'un arrêt cardiaque de disposer très rapidement d'un DAE en complément de la réalisation des gestes de premier secours. La déclaration d'informations relatives à ces dispositifs médicaux par leurs propriétaires sur le portail GeoDAE est importante et elle a effectivement pour objectif de faciliter leur géolocalisation par les services de secours et d'aide médicale d'urgence ainsi que, et c'est sans doute ça une des avancées de ces dernières années aussi, par des applications citoyennes diffusant les données relatives au DAE. Depuis la création de la base de données nationale en mars 2020, on observe une augmentation croissante du nombre de déclarations. Je suis certain quand vous discuterez aujourd'hui, et le chiffre que j'ai, mais il peut être aussi questionné, c'est près de 130 000 DAE qui ont été ainsi déclarés. Je le redis, les informations, ces déclarations, elles sont importantes parce qu'elles permettent, encore une fois, aux services de secours et d'aide médicale d'urgence d'optimiser la prise en charge en facilitant l'utilisation de ces DAE par les témoins ou les proches. Les applications, nouvelles applications, et il y en aura encore plus finalement demain, permettent effectivement de mobiliser, et c'est le point 2, les citoyens sauveteurs en cas d'arrêt cardiaque tout en géolocalisant les DAE et ainsi sauver des vies. Les citoyens sauveteurs, c'est la loi du 3 juillet 2020, finalement une loi pas si ancienne que ça, qui a créé ce statut. Alors derrière le mot et derrière le terme, qui est un beau terme, je pense que chaque citoyen aspire à être un citoyen sauveteur. L'idée, vous le savez, c'est pour toute personne de pouvoir porter assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Dès lors, et c'est un point important, qu'il porte secours, le citoyen sauveteur bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. Alors ce statut il peut paraître un petit peu compliqué, son acronyme l'est tout autant au passage, mais il permet surtout d'atténuer la responsabilité pénale du citoyen sauveteur lors de son intervention. C'est un point important. La responsabilité pénale est aujourd'hui quelque chose qui préoccupe beaucoup d'entre nous, et donc effectivement toutes les mesures qui peuvent être faites pour les atténuer sont des points importants. Il s'agit finalement, à travers cette loi, d'une étape importante pour faciliter l'acte de porter secours face à une détresse vitale et tout particulièrement un arrêt cardiaque. Voilà pour les points positifs de ce discours, mais finalement si tout était positif, à part s'auto-congratuler et s'auto-féliciter, nous ne serions pas là, et tout l'enjeu de ce séminaire, et je discutais avant avec les organisateurs, c'est surtout d'abord bien sûr se féliciter de ces avancées, partager le constat qu'il y a des résultats, mais que malheureusement les résultats sont encore insuffisant. J'ai tendance à le dire, bien évidemment, le cadre législatif, il ne fait pas tout. Le cadre législatif, c'est finalement souvent un point de départ. Je vous en ai cité 2 ce matin. Mais les chiffres, ils sont là, et les chiffres, ils sont malheureusement un petit peu durs quand on les lit. La survie sans séquelles après un arrêt cardiaque n'atteint toujours pas 10% en France. C'est très difficilement, je pense, explicable à une partie de nos concitoyens. Et force est de constater que sur les données de 2022 du registre REAC, que seulement la moitié, et on en parlait quelques minutes avant, des arrêts cardiaques bénéficient d'un massage cardiaque externe, et que malgré une augmentation encourageante, les DAE sont trop peu utilisés dans seulement 10% des cas. Donc voilà, les chiffres, ils sont malheureusement ceux-là. Ce qui veut donc dire, il n'y a pas de fatalité, sinon on ne serait pas là non plus, qu'on peut améliorer, et c'est toujours bien de partir d'un point de départ, en redoublant d'efforts. Donc c'est pas à vous, chacune et chacun ici dans cette salle, sinon encore une fois vous ne seriez pas là, qu'il faut convaincre, mais il faut que nous redoublions d'efforts pour sans relâche améliorer la prise en charge de victimes d'arrêt cardiaque. Comment vous en discuterez aujourd'hui. Je ne pourrai pas, bien sûr, malheureusement, rester avec vous toute la journée. Malheureusement, l'agenda de la semaine ne le permet pas. Mais, comme souvent dans les problèmes de santé publique, c'est par une action collective. Médecins, professionnels de santé, infirmiers, régulateurs, décideurs nationaux, associations, plaidoyers associatifs et tout simplement citoyens, qu'on peut changer la donne. Je crois quand même vraiment à la création des bases de données. C'est sûr que l'évolution et le développement de la base de données GeoDAE est importante. Je le dis parce que
sans vouloir faire le totem du Covid, si on n'avait pas eu des applications pour les vaccins, si on n'avait pas eu des applications pour d'autres choses moins agréables comme le pass sanitaire, je pense que nous aurions beaucoup plus de difficultés à gérer et que finalement, toutes et tous, vous avez au moins un téléphone dans la main, peut-être une montre connectée, et qu'effectivement, il faut aussi utiliser les potentialités, les leviers qui sont offertes par le numérique. Mais il n'y a pas de numérique en soi, et donc effectivement, la constitution de la base de données, et donc, de fait, la déclaration des défibrillateurs par leurs propriétaires, comme le stipule la loi, est quelque chose d'important. Je sais ici que toutes et tous, vous êtes pleinement investis dans ce combat collectif. Et donc, pour terminer mon propos, bien évidemment, je vous invite chacune et chacun à l'intérieur de vos institutions, d'où vous venez avec vos organisations, vos associations, de poursuivre finalement cette démarche nationale et aussi, et c'est tout l'enjeu de cette journée, de faire bénéficier la collectivité de votre expérience dans le domaine. Je pense qu'il faut en parler, il ne faut pas que ça soit des sujets tabous. Il n'y a rien de pire en santé publique que finalement les problèmes dont on ne parle pas, et qui de mieux que vous pour en parler, et parce qu'à la fin, l'amélioration de la prise en charge de l'arrêt cardiaque passe forcément par la mise en synergie de tous les acteurs. Alors, pour conclure sur une note pleine d'espoir, je salue ici votre engagement sans faille pour sauver des vies, et je pense que c'est sur ces termes que je vais terminer ce discours. Merci beaucoup. À droite, tu passes la lettre suivante. À gauche, tu passes la lettre précédente. Okay. Alors, la suivante, c'est ça. Sur le bouton qui est là. D'accord. Tiens. Ok. Bouton droit. Oui. Eh bien, bonjour. Merci d'être tous là ce jour pour avancer sur ce point important, comme l'a signalé le directeur général de la santé, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir ouvrir cette séance. Alors moi, je vais être court parce qu'on a un programme très chargé, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet qui a déjà été évoqué. J'appuie sur le bon endroit, j'espère. Voilà, aucun ça, ok. Alors je mets 2 chiffres pour commencer. 3267 et 46 000. À quoi correspondent ces chiffres? Le premier, c'est la mortalité routière en France en 2022. Le deuxième a été évoqué, c'est le nombre d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers en France chaque année. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous morts, mais c'est quand même un chiffre important. Mais c'est la suite qui est intéressante. La mortalité routière en France en 1972 était de 16 545. Et elle est descendue en 2022, les derniers chiffres à notre disposition, à 3 267. Comment a-t-on gagné cette bataille qui n'est pas terminée, mais comment a-t-on pu avancer? Eh bien, c'est très simple. Il y a un ensemble des mesures qui ont été prises. Alors là, on vous met les panneaux de signalisation un petit peu pour vous réveiller le matin avec tout ce qui est interdit sur les routes et compagnie. Mais en fait, il y a eu plein d'autres choses à tous les niveaux. Au niveau des collectivités, des régions, on a regardé les routes où il y avait besoin de mettre un stop parce qu'il y avait beaucoup d'accidents. On a au niveau de l'entrée des villes et des villages mis des ronds-points. Il semblerait même que la France soit champion dans ce domaine dans le monde. On a poussé à ce qu'il y ait des autoroutes où la sécurité est plus grande que sur les routes. On a mis des glissières dans les endroits dangereux. La limitation de vitesse, ça existe. On a aussi avancé au niveau des véhicules. On ne s'en rend pas compte, mais il y a les ceintures de sécurité, il y a les airbags, et puis il y a la façon dont sont les véhicules aujourd'hui. Et puis je ne parlerai pas de l'alcool,
Mais il y a des campagnes qui sont faites pour rappeler que quand vos copains, à la fin de la soirée, sont un peu fatigués, il faut peut-être mieux qu'ils restent là plutôt qu'ils sortent. Et puis la drogue, qui est quand même un petit problème, puisque je crois qu'on en parle ces temps-ci beaucoup, de Paris à Marseille en passant par Rennes, pour citer mon ami Louis Soula. Et puis derrière, il y a autre chose qui a été ajoutée, et ça peut être un parallèle avec nos problèmes d'arrêt cardiaque, c'est l'état du véhicule, avec le contrôle technique, qui fait que les véhicules qui ne sont pas en état de marche, eh ben, on les arrête ou on fait faire les travaux pour qu'ils soient en état de marche. Alors pour la mortalité, si j'ai fait le calcul, on doit être en gros à 41 000 décès par an. Et comment peut-on le diminuer? Mais il y a plusieurs façons. Le premier, c'est la prévention. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. On en parlera sûrement, prévention primaire, secondaire, tertiaire. On ne va pas aborder beaucoup ces problèmes pendant la journée, mais ça commence déjà à l'école avec le sport, toutes les campagnes qui sont faites pour dire remuez-vous, sortez, etc., l'exercice physique, etc. On a un gros problème en France, c'est le dépistage et la prévention, parce que malheureusement, je ne dirais pas que nos médecins généralistes sont peut-être pas très bons pour le faire, ça serait méchant, mais surtout, ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas le temps pour le faire, et c'est un retard à ce niveau-là. Et puis, tertiaire, pour prévenir les complications. Et puis, la prise en charge, bien sûr, c'est ça qui est le plus important, et ça va être l'objectif de toute cette journée, de reprendre point par point ce qu'on fait depuis l'appel, depuis la reconnaissance de l'arrêt cardiaque par le témoin, depuis les compressions thoraciques, et puis en passant par le défibrillateur. Et on va regarder à tous les niveaux comment on peut améliorer aujourd'hui. C'est donc un bilan étape par étape qu'on va faire pour, à chaque fois, voir comment on peut progresser. Et je pense que sur tous les points, il y a des grosses marges de manœuvre. Eh bien, je vous souhaite un bon séminaire et une bonne journée de travail.